Med, c'est lent, on commence à rentrer un peu plus dans les détails. Donc il est hébergé à la région PACA, donc à Marseille. Ces programmes, en fait, ils se situent là où ils se situent un peu par des négociations politiques. Soyons clairs, Med aurait pu être en Espagne, aurait pu être, d'ailleurs, son ancêtre il était en Italie, ou il aurait pu être en Grèce, etc. Nous, on couvre toute la rive nord du pourtour méditerranéen. En fait, on va de l'Algarve du Portugal jusqu'à Chypre. Et on y inclut aussi les pays des Balkans, qui sont un jargon des pays IAP, c'est-à-dire pré-adhésion. Et ce sont des pays qui peuvent être censés rentrer dans l'Union européenne dans un futur assez lointain. C'était le même cas de la Croatie jusqu'à il y a quelques mois encore. Donc, il se trouve à Marseille. On y était sur la période 2007-2013, qui s'achèvera en 2015. Et on a été reconfirmé cette année pour la future période aussi. C'est-à-dire que le programme MED restera à la région PACA, qui en assure l'autorité de gestion, jusqu'en 2020 au minimum. Après, on verra bien ce qui se passera. Et donc, le programme MED, je disais, il touche 13 États. C'est 11 États de l'Union européenne. Bon, je ne vais pas les mentionner, vous faites vite, Portugal, Espagne, etc. Après on continue, on descend toute la côte italienne, presque, les Balkans, Grèce, Malte, Chypre. On ne travaille pas avec la rive sud, c'est-à-dire qu'une caractéristique des fonds structurels est celle de ne pas financer directement les pays tiers, c'est-à-dire les pays en dehors de l'Union européenne. C'est dans les règlements. Ils ne sont pas éligibles les dépenses pour des pays ne faisant pas partie de l'Union européenne dans le cadre des fonds structurels. Et pour cela, il y a un autre programme qui fait de la coopération entre rive nord et rive sud, qui s'appelle IEVP MED. Et il est basé en Sardaigne, en Cagliari, l'autorité de gestion. Et là, par contre, vous avez la possibilité de financer directement des projets qui rassemblent des organismes en provenance du nord et du sud de la Méditerranée. Et évidemment, sur ces programmes, il y a énormément de problèmes politiques. Israël en fait partie. Quelques pays arabes en font partie, pas tous, parce qu'après il y a d'autres problèmes. Il y a eu notamment il y a la guerre en Syrie, il y a le Maroc qui a des problèmes avec l'Espagne, donc il refuse d'y entrer. L'Algérie qui n'était pas censée y entrer pour des raisons politiques anciennes, etc., etc. Bon, après il y a eu le printemps arabe qui a fait que ce programme a vécu énormément de difficultés. Mais il est toujours là, il continuera à exister aussi pour le futur. Il y a deux directions générales à Bruxelles qui gèrent un peu ce type de programme. Celle à laquelle le programme MED appartient, c'est la DG Régio. Et comme le dit son mot, elle s'occupe des régions, donc de la coopération de proximité. Alors que les programmes de voisinage, il y en a plusieurs, pour la mer Noire, la Méditerranée, il y en a en Baltique, etc. Ils sont administrés par la DG Relex, Relations extérieures. Donc il y a des règlements derrière. L'importance de tout ça, c'est d'une part comprendre les mots, c'est-à-dire si on travaille pour les régions, ce n'est pas la même chose que travailler pour la DG Recherche ou pour la DG Emploi. Les objectifs ne sont pas les mêmes, évidemment. C'est comme si vous avez des ministères en face de vous, donc chaque ministère a ses compétences. Et si on fait de la coopération territoriale, on ne peut pas faire de l'emploi ou de la recherche d'une façon directe. Il faut le faire d'une façon indirecte. Donc, ça je vous l'ai dit, parce que quand vous irez écrire vos projets,
il faut que la coopération territoriale reste toujours au centre de vos dossiers. Si vous déposez un dossier qui est censé être financé par la DG Région, si vous déposez un dossier financé par la DG Emploi via le FSE, évidemment ce sera l'emploi, l'objectif principal, ainsi de suite. Donc ça c'est de la mécanique, mais il y a toujours le problème dans ces types de projets du risque d'un double financement. C'est-à-dire que la même idée, il faut éviter à tout prix, et c'est pas évident, de financer deux fois le même type d'action par des fonds différents. Vous pouvez avoir une excellente idée et la développer avec la DG Emploi. Et donc, il faut vraiment cibler les activités qui sont les vôtres au moment du dépôt de la candidature, parce que sinon vous risquez d'être hors sujet. Et c'est facile pour nous, en tant qu'évaluateurs, de vous refuser la candidature, parce que, comme il a été dit tout à l'heure, sachez que nous avons reçu 6 appels désormais. Nous avons reçu 1200 candidatures. Il y a 144 projets MED qui ont certains ont terminé leurs activités, mais qui ont été financés par les programmes sur cette période. Donc vous comprenez que là on est sur un taux de réussite de 10%. Ce n'est pas vraiment une grande chose, compte tenu de l'investissement qui est le vôtre en termes de ressources humaines, de rédaction des textes, d'ennuis administratifs, de recherche des partenaires dans d'autres pays, etc. etc. Donc, il est difficile qu'une idée des projets qui n'existe pas puisse naître simplement à la lecture d'un cahier des charges. Malheureusement, c'est ce qui se passe le plus souvent. Je ne vais pas dire que c'est toujours le cas, mais les bons dossiers sont rares. Et c'est ça notre problème principal. Ils sont rares pour plusieurs raisons. Il y a vraiment nécessité d'être au clair sur les objectifs de votre idée de projet. Déjà, l'idée de projet doit exister, je disais. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, on se balade d'un programme à l'autre pour lire les cahiers des charges qui paraissent ou qui sont publiés au fur et à mesure et essayer d'adapter quelque chose qu'on a en tête au cahier des charges pour chercher des financements, ce qui est tout à fait normal, surtout dans notre zone, compte tenu des difficultés que nous traversons, mais rarement cela donne des fruits espérés. Donc, il faut avoir une idée de projet, il faut avoir des objectifs clairs, des activités qui vont avec les objectifs, et in fine, un budget qui colle aussi aux objectifs. C'est pas rare non plus que l'on ait des incohérences entre les objectifs et les activités budgétées. Vous voyez des sites internet à 200 000 euros, 300 000 euros. Vous voyez des dépenses de staff à 60%, 70% pour les structures. C'est clair que là on finance la structure. C'est clair qu'on essaye de financer les ressources humaines qui sont là, qui sont soit en CDD, en intérimaire, etc., pour continuer à exister. Ce n'est pas une critique, mais ces éléments ne font pas la qualité d'un projet. Il est aussi important d'avoir des bons partenaires, surtout quand vous êtes sur des projets de coopération territoriale. Il est important de comprendre pourquoi vous visez un programme transfrontalier ou transnational, voire interrégional. C'est-à-dire que là, vous vous engagez à travailler avec des partenaires étrangers. Ce qui implique, même si vous êtes sur des projets tout petits, parce que si vous avez l'habitude à la limite de gérer des projets de formation, vous pouvez parler à plusieurs dizaines de millions d'euros, alors que quand vous allez parler d'un projet MED,
La moyenne est plutôt d'un million à 1,5 million, ce qui est déjà beaucoup pour nombre des structures, mais en termes des dépenses, ça ne représente vraiment pas grand-chose. Mais les difficultés que vous allez trouver dans développer ces projets, elles seront beaucoup plus importantes que celles de la gestion d'un projet à 100 millions d'euros si vous deviez construire une autoroute. Quand on doit construire une autoroute, il y a des ingénieurs, il y a des entreprises qui bâtissent, qui font ça, tout est calé, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Je vais dire, c'est facile, mais en revanche, un projet à 1 million d'euros, où vous avez une dizaine de partenaires en provenance de 10 pays différents, avec représentants de cultures différentes, parlant probablement l'anglais comme langue commune, chacun à sa manière, à sa façon, avec ses capacités, avec la gestion administrative d'un dossier dans 10 pays différents, simplement pour certifier les dépenses, vérifier la éligibilité, etc. Je vous assure que c'est beaucoup plus complexe que construire une autoroute en termes d'organisation. Ceci étant dit, je n'ai jamais construit une autoroute, donc j'exagère un peu, mais je vais vous faire comprendre simplement qu'on est dans la gestion de ce projet sur quelque chose qu'on improvise tous les jours. Les difficultés, imaginez simplement les projets chez nous qui ont démarré en 2008. Qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer que ça allait tomber dessus avec la crise? Il y a eu des collectivités territoriales qui ont complètement disparu en Grèce suite à une loi du gouvernement grec qui a fait disparaître plusieurs villes, communes, etc., pour les regrouper. Il y a des grosses régions espagnoles ou italiennes qui se sont retirées de nos projets parce qu'elles n'avaient plus de liquidités. Il y a des entreprises qui ont fait faillite. Il y a des associations qui ont disparu. Donc vous pouvez comprendre que tout ça, c'est quand même difficile à gérer. Donc, pour revenir un peu à ce que j'introduisais, le choix du partenaire n'est pas neutre. Il faut que les partenariats soient en harmonie avec les objectifs. Si vous dites, vous parliez des microalgues, si vous dites que vous voulez travailler en milieu marin sur les algues, il faut bien que quelqu'un ait la compétence scientifique, certes, mais comme, et là je vous donne un exemple concret, comme on a un projet quand même qui est financé par la DG Régio, donc collectivité territoriale derrière, c'est-à-dire qu'il faut aussi une compétence institutionnelle. À vous de nous justifier si la compétence scientifique elle est suffisante pour justifier les compétences institutionnelles. Mais ce qui nous intéresse à nous, ce n'est pas la recherche en tant que telle, ce n'est pas notre objectif de la recherche. Notre objectif, c'est celui de transférer et appliquer les résultats de la recherche dans le cadre des politiques du territoire. Donc, si à la rigueur, vous n'avez pas le ministère ou la collectivité territoriale qui peut faire ça dans les pays concernés, vous pouvez être les meilleurs chercheurs au monde, mais on s'en fiche. Ce n'est pas du tout notre affaire. C'est ça le risque de déborder d'un secteur à l'autre. Je pourrais dire la même chose pour l'emploi. Si vous voulez faire de la formation dans notre programme, elle n'est pas éligible en tant que telle, la formation. Il y a d'autres organismes qui s'en occupent, d'autres fonds, d'autres financements qui doivent faire de la formation directement. La durée d'un projet, dans notre programme, hein, après c'est 3 ans maximum. En fait, bon, ça c'était sur la période actuelle. Ça peut changer peut-être dans la période future. Je vais vous expliquer pourquoi. Le contrat il est signé entre le chef de file et l'autorité de gestion. Mais si le projet ne marche pas, on est lié pendant 3 ans à le supporter dans les deux sens. À le supporter pour l'aider, à le supporter parce qu'on n'en fait plus. Et on y perd de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a quand même une règle. Si au bout de 3 ans, vous n'avez pas respecté un engagement au niveau de l'autorité de gestion, donc du programme,
un engagement financier qui est préétabli avec la Commission européenne, vous perdez l'argent qui ne fait pas 100%. C'est-à-dire si vous réalisez 90%, 80%, 70% de ce que vous avez établi avec la Commission européenne, ce qui n'est pas réalisé, c'est perdu. Et c'est distribué ailleurs. C'est normal, effectivement, vous avez raison de le dire, mais c'est plus normal parce que c'est une règle qui a été étudiée pour les programmes régionaux. Là, on a beaucoup plus de facilité pour la dépense. Parce qu'au fait de cette règle, il y a plusieurs étapes qui fait que, d'abord, une dépense, et ça vous le savez très bien, il faut l'engager. Après, il faut la payer. Ensuite, il faut la certifier. Et ce n'est que quand elle est certifiée qu'elle peut être déclarée au programme comme une dépense éligible au remboursement. Entre parenthèses, nous on ne fait que du remboursement, on ne fait pas d'avance. Donc, une chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire de l'engagement, du paiement et de la certification dans votre propre pays quand vous maîtrisez les règles et vous êtes tout seul. Autre chose, c'est de le faire avec 10 partenaires en provenance de 10 pays différents.